Le gouvernement du Canada me demande de quitter le Canada après 5 années de vie au Canada avec toute ma famille. Et c'est réel. Réforme de l'immigration au Canada en 2024. En 2024, l'immigration au Canada a fait l'objet de plusieurs réformes et décisions qui ont suscité des réactions variées, notamment de la part des étudiants internationaux, des travailleurs étrangers temporaires et des résidents temporaires. Ces mesures visent à équilibrer les besoins du marché du travail, la gestion des infrastructures et les pressions démographiques. Mais elles ont également soulevé plusieurs préoccupations. Bienvenue Le sur gouvernement canadien vient d'annoncer la fin de sa politique d'ouverture à l'immigration. Le Canada va ainsi réduire drastiquement les permis de travail et les visas étudiants dans le pays en raison de la crise économique qui touche le Canada. Une réduction de la durée maximale de nouveaux permis de travail pour la catégorie de bas salaire qui passerait de 2 années à 1 an. Et dans les régions de recensement métropolitaine où le taux de chômage est plus que 6 moi, je vais mettre en place, on va avoir en place un refus de traitement de ces demandes. Le Canada a également annoncé la réduction des visas étudiants. Or, nous allons réduire la cible des permis d'études délivrés de 10 en 2025 par rapport à 2024 et nous maintiendrons ce niveau pour 2026. Cela signifie que nous visons à délivrer jusqu'à 437 000 permis d'études en 2025. Bienvenue sur Mouvela, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité et du buzz. Si vous aimez être informé des histoires qui font vibrer le web et que vous voulez suivre les dernières actualités croustillantes, pensez à vous abonner. Ici, nous abordons sans tabou les sujets qui captivent, interrogent et font réagir. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et pour rester au plus proche de l'actualité brûlante. Le gouvernement a instauré un plafond temporaire sur le nombre de permis d'études délivrés, visant à limiter l'afflux annuel d'étudiants internationaux à environ 360 000 personnes. Cette mesure a été mise en place pour réduire la pression sur le logement et les infrastructures publiques, notamment dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver et Montréal. De plus en plus d'universités canadiennes demandent désormais le paiement complet des frais de scolarité avant le début des cours. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez constater, c'est l'Université de Québec à Chicoutimi qui a expulsé 106 étudiants internationaux de son effectif pour défaut de paiement de frais de scolarité. Alors, il faut rappeler que la rentrée académique a débuté depuis le mois d'août et septembre. Et jusqu'à présent, nous sommes rendus pratiquement à la fin du mois de novembre et 106 étudiants n'ont toujours pas payé les frais de scolarité. Donc, l'université a donc constaté ce déficit et a décidé donc d'expulser ces étudiants-là. Voilà comme ça les futurs demandeurs de permis de travail, les futurs demandeurs d'asile, parce que vu qu'ils ne peuvent pas payer les études, ils n'auront plus accès à cela, ce qui rend encore la vie très très compliquée. Je profite de ça pour passer un message à mes frères qui sont encore en Afrique. Parce que beaucoup de personnes ont réussi à vous faire croire que c'est très possible pour un étudiant étranger au Canada de travailler et de payer ses frais de scolarité. Ça, c'est faux. Premièrement, vous devez savoir que les études, que ce soit une formation professionnelle, que ce soit le collégial, donc les cégep, ou encore l'université, ça coûte extrêmement cher. Donc, si vous prévoyez étudier au Canada, rassurez-vous d'avoir les moyens parce que vous serez très surpris. Si on veut bien aller en profondeur, vous verrez que ces étudiants qui ont été expulsés, c'est parce que certaines agences de voyage ou certaines personnes ont réussi à faire croire à leurs parents que non, arrivé là-bas, l'étudiant va être capable de travailler. Il y a d'autres même qui font croire que non, juste avec une session, tu es capable de t'assumer tout le reste de tes études. Les gars, c'est très faux. Je prends un programme peut-être comme soins infirmiers qui coûte en moyenne 12 000 $ dans les cégeps. Imagine-toi, étudiant étranger, tu arrives ici pour étudier et que tu as juste l'argent d'une session. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir payer la session prochaine? Parce que dis-toi que en 4 mois, tu ne pourras pas travailler 12 000 $ s'il faut s'il faut inclure tes charges quotidiennes et tout. Donc, vous voyez que c'est vraiment un mensonge que beaucoup de personnes passent le temps à vous pondre ici. Donc, faites très très attention. Voilà les amis qui ont été expulsés. Maintenant, force à eux pour que IRCC ne puisse pas les expulser parce que une fois qu'ils ont arrêté les études, je pense qu'ils disposent comme de plus de 150 jours afin de reprendre les études pour pouvoir maintenir le statut légal valide.
Donc vraiment, faites très très attention les gars. Ce n'est pas comme vous pensez. La réalité et le virtuel, c'est deux mondes différents. Beaucoup de personnes vont vous dire non, ça y est, c'est possible. Mais ils n'ont jamais été dans ce genre de situation-là. Donc vraiment, grosse force à tous ces étudiants qui ont été expulsés. Trouvez les moyens de sortir de là. Merci. Cette mesure vise à garantir la stabilité financière des institutions et à réduire les cas de fraude liés à l'immigration. Cependant, cela crée une barrière importante pour les étudiants venant de pays en développement qui peinent à mobiliser les fonds nécessaires. Les critiques estiment que cette politique pénalise injustement les étudiants talentueux, mais aux moyens limités, exacerbant ainsi les inégalités. Depuis septembre 2024, seuls les étudiants inscrits à des programmes menant à des professions en demande, notamment dans la santé, la technologie et les métiers spécialisés, sont éligibles au permis de travail post-diplôme, PGBOBP. Cette réforme vise à aligner les études sur les besoins réels du marché du travail canadien, mais elle limite les options pour les étudiants dans des domaines moins prioritaires. La croissance rapide du nombre d'étudiants internationaux a aggravé la crise du logement dans plusieurs villes universitaires. De nombreux étudiants peinent à trouver des logements abordables, certains étant contraints de vivre dans des conditions précaires ou de payer des loyers exorbitants. Le gouvernement a annoncé un plan visant à réduire la proportion de résidents temporaires, passant de 6,5% à 5% de la population au cours des 3 prochaines années. Cela inclut une diminution des permis de travail délivrés dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET. Vous annonce un moratoire sur les demandes pour les travailleurs temporaires et sur les renouvellements pour les travailleurs temporaires du programme PTET sur l'île de Montréal pour 6 mois. Dès cet automne, on va déposer un projet de loi pour se donner le pouvoir de limiter le nombre d'étudiants étrangers dans certains établissements où il y a eu, entre autres, des abus au cours des dernières années. J'ai un devoir. On a tous un devoir de réduire le nombre d'immigrants temporaires pour être capable de protéger nos services publics. On doit absolument réduire le nombre d'immigrants à Montréal pour protéger le français. Certaines demandes de permis de travail ont été temporairement gelées pour mieux gérer les volumes et éviter les abus du système. Cela a causé des retards importants et des frustrations pour les employeurs ayant besoin de travailleurs qualifiés, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la construction. Pour la première fois, le plan des niveaux d'immigration pour 2025 à 2027 inclut des objectifs spécifiques pour les résidents temporaires. L'objectif est d'améliorer la transparence et de mieux anticiper les besoins, mais cela soulève des inquiétudes quant à la complexité croissante du système d'immigration. En octobre 2024, le gouvernement a annoncé une réduction de 21% des quotas de résidents permanents pour 2025, passant de 500 000 à 395 000 personnes. Cette décision vise à ralentir la croissance rapide de la population immigrante pour donner plus de temps aux infrastructures publiques de s'adapter. Le gouvernement Legault suspend la sélection de nouveaux immigrants permanents qui veulent s'établir au Québec. Ce moratoire va s'étirer au moins jusqu'à la fin du printemps prochain. Le gouvernement dit: on veut se donner le temps de mener une enquête sur les seuils d'immigration. L'accès au programme de l'expérience québécoise, ceux qui utilisent notamment les étudiants étrangers diplômés, les travailleurs temporaires, sera fermé durant cette période. Et là, Daniel, on comprend qu'il faudrait être patient parce que ça va prendre au moins 8 mois, puis ça ne sera pas avant
un an et demi, finalement, qu'on verra là les nouveaux arrivants, ceux qui attendront. Tout à fait, Marc-André. Ce qu'on apprend, donc, c'est que le gouvernement va cesser d'émettre les certificats de sélection du Québec, donc ces documents qui sont obligatoires pour avoir la résidence permanente au Québec. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, on s'attaque à deux programmes qui sont très prisés, qui représentent en fait même la moitié de l'immigration permanente au Québec. On parle notamment du programme de l'expérience québécoise qui concerne donc les diplômés. Ici, il s'agit notamment des étudiants qui sont venus au Québec, qui obtiennent leur diplôme ici dans la province et qui par la suite veulent s'établir en tant que résidents permanents. Et on a également le programme régulier des travailleurs qualifiés, programme aussi très important qui concerne notamment tous les immigrants économiques, donc des personnes qui quittent leur pays dépendamment de leurs compétences pour correspondre au marché québécois afin d'y pouvoir travailler. Je vous montre des chiffres en lien justement avec l'immigration permanente au Québec. 2022, on était à 68 000. 2023, 52 000. 2024, l'objectif qui avait été annoncé, c'était 60 à 65 000. Alors qu'on sait que l'objectif du gouvernement caquiste, eh bien, c'est 50 000 de seuil d'immigration par année. On se rappelle, il y a 2 ans passés, lorsque François Legault, c'était un de ses objectifs de campagne, en fait. Il disait que le fait de dépasser 60 000 de seuil, eh bien, c'était suicidaire pour l'avenir du français au Québec. Il faut mentionner aussi que ça va permettre, en fait, cette nouvelle mesure. Il y a 2 objectifs. D'abord, ça va permettre de réfléchir à ces données pour savoir est-ce qu'on réduit finalement le seuil, qu'est-ce qu'on fait avec cela. Et la suite, ça va permettre de rattraper les arriérés. Donc, les personnes qui, à l'heure actuelle, ont un certificat de sélection du Québec, mais qui attendent toujours de pouvoir obtenir leur statut de résident permanent. Donc, ça va permettre de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Bon. Et le nouveau plan, donc, sera annoncé au printemps prochain, mais c'est pour l'année suivante, là. Tout à fait, parce que selon les informations qu'on a, eh bien, pour l'année 2025, les personnes qui ont déjà leur certificat de sélection, ils ne sont pas concernés, il n'y a aucun changement à ce niveau. Donc, à l'automne, on présente un nouveau plan, et ce plan, c'est là qu'on va décider finalement, est-ce que on réévalue le gel en question, donc c'est de cela qui va être question. On apporte aussi une nouveauté. Cette fois-ci, on va inclure l'immigration temporaire parce que Jean-François Roberge le disait notamment, si on veut réfléchir à cet enjeu, on ne peut pas ne pas considérer les immigrants temporaires parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, eh bien, les chiffres explosent. Je vous montre d'ailleurs ces chiffres selon l'Institut de la statistique du Québec. Vous voyez, 2024, on était à 600 000 pour l'année 2024. En 2019, donc 5 ans en arrière, vous voyez vraiment l'écart. On est presque 5 fois supérieur. Et pour l'année 2023, c'est presque le double. Donc, on voit vraiment que ces données ont augmenté au cours des années. Donc, c'est un enjeu principal à l'heure actuelle qu'on va donc inclure. Et on a un article très complet de notre collègue Romain Chuet qui, justement, a sorti cette nouvelle sur Radio-Canada que je vous invite d'ailleurs à consulter. Très bien, merci. Et Étienne Paré, le président de l'Union étudiante du Québec, on va aller le retrouver tout de suite. Bonjour, Monsieur Paré. Cette nouvelle-là, ça doit créer une onde de choc, je présume, chez les étudiants étrangers qui sont dans nos universités, nos cégeps et nos maisons postsecondaires. Bien, tout à fait, M. Masson. C'est une onde de choc qu'on a ce matin, notamment parce que ça fait 3-4 fois qu'on change d'idée là, concernant le programme de l'expérience québécoise en très peu de temps. C'est de l'improvisation. Là. Honnêtement, c'est vraiment frustrant pour ces gens-là. Ce serait bien qu'on arrête de les traiter comme des numéros, qu'on réalise qu'il y a des vraies personnes derrière chacune de ces décisions-là. Là. Oui. Pouvez-vous nous donner une idée de la place qu'occupent les étudiants étrangers dans différentes écoles? Je ne sais pas si vous l'avez en pourcentage. Des fois, ça peut nous donner une idée là, de leur importance. Ouais, ben rapidement comme ça, j'aurais pas un pourcentage, mais c'est certain qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux au Québec. D'ailleurs, depuis la politique de financement des universités de 2018, on a déréglementé le droit de scolarité, puis on en a fait un peu un objectif de financement dans le modèle financier des universités. Ça fait plusieurs années que les universités, le gouvernement du Québec met beaucoup l'accent sur le recrutement à l'international. Puis là, ben quand on voit qu'on en veut, on n'en veut plus, on en veut plus. C'est un peu particulier comme message de ce qu'on leur envoie en ce moment-là. Bon. La plupart de ces étudiants étrangers, parce qu'on a fait beaucoup allusion, qu'on veut imposer des seuils, des gels, et on veut s'assurer qu'on a des candidats qui parlent français, s'il y a des critères. Est-ce que la plupart des étudiants étrangers au Québec sont des francophones?
Dans le cas du programme d'expérience québécoise, la proportion générale de francophones n'a pas vraiment d'importance parce que pour être admissible au PEC, il faut être francophone. Il faut avoir fait la démonstration d'avoir soit étudié en français dans son pays d'origine ou en français au Québec. C'est un peu pour ça qu'on s'explique bien mal la décision du gouvernement. Tous les arguments qu'on nous parle pour limiter l'immigration, que ce soit la vitalité économique, la sauvegarde de la langue française, la capacité d'accueil, ça s'applique pas à ces gens-là. C'est des gens qui sont sur le territoire depuis 3 ans, qui parlent français, qui ont une formation universitaire du Québec. C'est donc des travailleurs qualifiés. Puis ça, c'est des jeunes. C'est des gens qui vont rester ici après, qui vont payer des taxes et des impôts pour les 60 prochaines années dans un emploi probablement bien rémunéré parce qu'ils ont une formation universitaire. Honnêtement, je suis sidéré ce matin. Je n'arrive pas à comprendre c'est quoi que le gouvernement essaie de faire en ce moment-là. Bon. Est-ce que pour ces étudiants-là, dans le moment, il y en a plusieurs qui pourraient être tentés de dire, savez-vous, c'est un problème ici, là, on voudrait bien être ici, mais on va plutôt aller à, je sais pas, je nomme au hasard l'Université de Moncton, l'Université d'Ottawa, où je viens de changer de province, là. Est-ce que ce serait plus facile pour eux? Monsieur Masson, vous mettez exactement le doigt sur le problème que quand on a fait la réforme en 2019, quand on a ajouté un 12 mois de travail après la diplomation, on a vu ça. On a vu ces gens-là aller dans les autres provinces. Puis là, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, on perd nos candidats intéressants, on va revenir là-dessus. Puis à 2 reprises, on est revenu là-dessus. Puis l'an dernier, avec la ministre Fréchette, on avait réussi à trouver enfin quelque chose d'intéressant. On avait retiré 12 mois de travail. C'était redevenu une voie rapide pour l'immigration. Puis on nous disait, parfait, c'est l'immigration idéale, c'est ça qu'on veut. On ouvre les vannes à ces gens-là. Puis là, on est là 1 an plus tard. Puis finalement, non, on change encore d'idée. On n'en veut plus. Parce que les universités canadiennes coûtent moins cher que les américaines. Je pense à des candidats français pour l'avoir entendu dire. Ils veulent apprendre l'anglais, ils veulent l'améliorer. Plutôt que de payer 50 000 $ par année dans une université américaine, ils sont mieux de venir payer 10, 15, 20 000 dans une université au Québec et au Canada. Puis ils vont pouvoir étudier, avoir un bon diplôme et apprendre l'anglais. Puis même sans apprendre l'anglais, je veux dire, ils ont des droits de scolarité plus avantageux en raison des ententes entre le Québec et la France. Donc, assurément que venir étudier au Québec, pour eux, c'est plus intéressant. Puis, les étudiants français, comme ils ont une connaissance du français dans leur pays, même s'ils viennent étudier à McGill, à Concordia ou à Bishops, ils sont éligibles au programme d'expérience québécoise. Donc, c'est certain que c'est une plus-value. Ces gens-là, encore une fois, c'est des gens qui sont sur le territoire pendant toutes leurs études, se sont intégrés, ils ont déjà un logement, vont se trouver un emploi bien rémunéré. C'est l'immigration qu'on se vantait par le gouvernement. Là. C'est l'immigrant idéal de François Legault. Puis là, non, finalement, on change d'idée. On change d'idée comme on change de ministre en ce moment à la CAQ. On aimerait savoir un peu, c'est quoi la direction? Il est où le capitaine sur le bateau en ce moment? Là? L'augmentation du nombre de résidents temporaires et d'étudiants internationaux a exacerbé la crise du logement dans les grandes villes. Cela a également mis à rude épreuve les infrastructures publiques, notamment les systèmes de santé et de transport. Les nouvelles exigences de paiement intégral des frais de scolarité, combinées à la hausse des frais eux-mêmes, ont exclu de nombreux étudiants prometteurs. Les restrictions sur les permis de travail post-diplôme rendent également l'avenir incertain pour CES étudiants. Les délais dans le traitement des permis d'études, de travail et de résidence permanente continuent de poser problème, aggravant les frustrations des demandeurs et des employeurs. 16 nouvelles mesures reflètent les efforts du Canada pour gérer les défis liés à l'immigration, mais elles suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur l'accessibilité, l'équité et l'attractivité du pays en tant que destination pour les étudiants et les travailleurs internationaux. Les critiques appellent à des solutions plus équilibrées qui tiennent compte des besoins des individus tout en répondant aux priorités nationales. Le gouvernement du Canada me demande de quitter le Canada après 5 années de vie au Canada avec toute ma famille. Et c'est réel. Je prends donc la peine de vous partager cette histoire afin que cette erreur ne vous arrive pas à vous également. Car il y a plein de personnes qui sont dans la même situation et qui ne viendront pas vous dire sur les réseaux sociaux de ne pas commettre la même erreur qu'eux. Et ils sont nombreux. Ce 30 juillet 2024, donc, moi et ma famille avons reçu un refus par IRCC. Donc, le motif était que lorsque je faisais ma procédure d'immigration, j'avais été invité par le NB. Et par la suite, j'ai signé un engagement disant que j'allais aller m'installer dans la province en question. Sauf que
Arrivé au Canada, j'ai décidé d'aller m'installer dans la province du Québec parce que je ne parle pas bien anglais. Et j'ai suivi les conseils de certains influenceurs sur les réseaux sociaux qui me disaient comme quoi il n'y aura pas de problème par la suite. Alors qu'il y avait certains dévanciers qui m'avaient suggéré et conseillé de rester dans la province pendant au moins 2 ans, la province de NB en fait. Voilà. Et par la suite, je pouvais en ce moment changer de province et qu'il n'y aurait pas de problème pour ma citoyenneté. Voilà. Et moi, j'ai fait l'erreur d'aller m'installer au Québec. Et là, lorsque j'ai fait ma demande de citoyenneté, ça s'est conclu par un refus. Donc là, avant d'aller plus loin, je tiens à signifier que cette histoire n'est pas mon histoire, mais c'est une histoire vraie que j'ai lue quelque part et que je vous partage afin que vous compreniez que au Canada, on ne joue pas avec les règles d'immigration. Lorsque vous rentrez au Canada avec un statut, faites tout pour respecter les exigences de ce statut. Donc, si vous partez comme résident permanent, faites tout pour respecter l'exigence qui vous permettra de conserver votre statut de résident permanent. Si vous partez comme étudiant, faites tout pour respecter les conditions requises pour rester en règle en tant qu'étudiant et par la suite pouvoir changer de statut. Si vous partez comme visiteur, respectez les termes. Est-ce qu'on se suit? Parce qu'à la longue, ça va vous causer des problèmes. Je tiens à attirer l'attention de certains étudiants. Lorsque vous arrivez au Canada, vous n'avez pas le droit de commencer à travailler avant le début de vos cours. C'est une erreur à ne pas faire. Vous allez voir les gens sur les réseaux vous dire que non, tu peux travailler, il n'y a rien. Mais c'est après qu'on verra qui dit la vérité. Et nombreux sont ceux qui ont voulu avoir un permis de travail post-diplôme et qui ne l'ont pas eu. Mais ils ne viendront pas vous dire qu'ils ont eu un refus parce qu'ils ont travaillé avant le début de leur cours. Je ne sais pas pourquoi ils le font, mais nous ne vous donnerons pas cette information-là. Ils préfèrent venir sur les réseaux sociaux et puis vous donner des fausses informations. Avoir une fausse information peut nuire à un projet de vie. Voici cette famille-là qui a tout abandonné pendant 5 ans et qui allait s'installer au Canada. Et aujourd'hui qui est obligée d'opter pour une autre destination, que là, ils sont obligés de sortir. Est-ce que vous voyez ce dans quoi vous pouvez vous mettre juste parce que vous n'êtes pas patient? Quand tu vas comme résident permanent par entrée express, si une province t'est invitée, reste dans la province pendant au moins 2 ans. Après, tu peux changer. Si ton but principal, c'est d'aller au Québec, déjà fais Arima. Dès que ça sort, tu vas t'installer au Québec sans problème. Si tu vas pour les études, fais ta procédure de permis d'études. Une fois que tu arrives, paye ta scolarité, commence à travailler après le début de tes cours. Tu es tranquille. Tu fais tout pour conserver ton statut d'étudiant. Tu respectes les règles en vigueur en fonction des années, des mois et tout, parce que tout change au Canada à tout moment. Si tu vas comme visiteur, tu n'as pas le droit de travailler. Tu dois aller visiter et revenir. Tu fais ton séjour, maximum de 6 mois, tu retournes. Est-ce qu'on se suit? Nombreux sont ceux qui n'écoutent pas les conseils qu'on leur donne. Après, c'est les demandeurs d'asile, des réfugiés et j'en passe. Donc, je vous partage cette information pour que vous compreniez. Tu n'as pas les moyens pour payer ta scolarité au Canada. Laisse tomber le Canada. Si tu as au moins le niveau d'études Bac+2 et que tu as accumulé au moins 1 année ou 2 années d'expérience de travail, fais la procédure de résidence permanente tranquillement. Une fois que tu arrives aussi, comme je viens de le dire tantôt, respecte les règles qui sont en vigueur. C'est tout. Le Canada, soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est pas comme les autres pays où tu peux aller, tu vas te débrouiller les papiers de ton frère, ou bien quand tu rentres, on te poursuit pas. Ils vont pas te poursuivre aussi au Canada, mais après là, ils savent où t'attraper. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc c'était juste pour vous informer et de vous dire de faire très attention. Voilà, de faire tout pour respecter les conditions qui sont liées à votre statut au Canada. Si vous avez des interrogations, il est idéal de vous approcher des agents d'immigration réglementés par la citoyenneté canadienne. Voilà, parce que ce sont eux qui sont plus requis pour vous donner des conseils en fonction de votre situation. Ou sinon, vous allez directement sur le site de l'immigration canadienne qui est canada.ca pour avoir plus d'informations. Voilà, donc prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.